Alors, on va commencer par les rodomontades, les calembredènes du monsieur qui nous sert de président de la République, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Alors, je vais peut-être commencer par une petite analyse politique de ce qui se passe. On s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi il avait lancé cette opération à la suite de cette fameuse conférence du 26 février 2023 à la suite de laquelle, contre toute attente, et sans en avoir parlé avec les partenaires, les 27, je crois, qui étaient les 27 pays qui étaient représentés à la conférence, sans en avoir parlé avec eux, sans les prévenir, comme il fait d'habitude, il a déclaré qu'il fallait penser à une intervention sur le terrain en Ukraine. Alors, il y a eu un tollé général, un éclat de rire au niveau mondial. Les Américains se sont immédiatement démarqués. Je pense à ce brave monsieur Kirby qui a dit non, non, attendez, Zelensky l'a pas demandé, donc non, non, nous, on n'ira pas. Bien, voilà, ça démarre comme ça. Et puis après, manifestement, pris un petit peu par ce qu'il avait enclenché, dans le refus de reculer, ben, il a nourri cette démarche, il en a rajouté, il en a rajouté, il a trouvé quelques partenaires, les chihuahuas habituels des pays baltes, la Pologne, dont il faut rappeler quand même ce que disait notre ami Karl Marx dans une lettre qu'il avait adressée à Engels. Les Polonais, dans l'histoire, ont toujours fait courageusement des choses stupides. Bien, donc c'est tout au 19e siècle, ça n'a pas changé au 20e. Donc, il a continué, il en a rajouté. Et alors, ce qui avait été intéressant, c'est que dans un premier temps, lorsqu'il avait lancé sa première annonce, on avait eu du mal à trouver des gens pour la soutenir. Alors, on avait été chercher Monsieur Kouchner, le très corrompu French Doctor. On avait demandé à ce pauvre Serge Julie qui avait pondu un éditorial calamiteux dans Libération, dans lequel il racontait absolument n'importe quoi. Et voilà, on s'en était tenu là. Et puis après, le système s'est mis en route et tous les journalistes de cour, les intellectuels, les politiques serviles se sont précipités pour dire mais oui, c'est ce qu'il va falloir faire, nous sommes en guerre, nous courons des risques épouvantables et une fois qu'elle aura mangé l'Ukraine, eh bien la Russie va s'attaquer à l'Europe au point que Emmanuel Macron continua à mentir sur un certain nombre de choses. Emmanuel Macron a fini par dire la France est attaquée sur son sol. Rien que ça. Bon, pas remarqué. Alors après, on nous a dit mais non, attendez, ce sont des attaques, des cyberattaques, etc. Bon, enfin tout ça n'était pas très très sérieux et le monde continuait à regarder en fronçant les sourcils le chihuahua français s'agiter. Alors moi, je me suis posé effectivement la question de savoir pourquoi. On nous a dit c'est parce que c'est un moment de panique face à la prévisible défaite de l'Ukraine, c'est possible, mais c'est peut-être pas si déterminant lorsque on se penche un peu sur la psychologie de notre chef de l'État. J'aime pas trop psychologiser euh, les actes des uns et des autres. J'essaie plutôt de les analyser au plan matériel, au plan de leur réalité politique. Et donc, je n'ai pas tellement souscrit à cette analyse. Il y avait une autre analyse qui était de dire, bon voilà, dans la mesure où les Américains vont se retirer de l'Ukraine, enfin vont se retirer, en tout cas vont l'abandonner, on le voit bien avec les difficultés du financement que les républicains continuent à refuser, la position de Donald Trump qui est possiblement le futur président des États-Unis, puisque le match retour aujourd'hui est acquis, le match retour de 2020. Donc, est-ce que ce retrait des États-Unis allait avoir pour conséquence qu'il fallait que ce soit l'Europe qui s'y colle? Et ça, je pense que c'est le cas. Et Emmanuel Macron, avec sa proverbiale modestie, s'est vu en chef de guerre, chef de l'Union européenne, qui allait venir au secours de l'Ukraine. Et puis, il y a une troisième hypothèse, c'est celle que je retiens. C'est celle que je retiens. Alors, je rappelle, j'ai fait un article assez long sur le blog. Je vous invite à vous y référer pour ceux qui veulent plus de détails. Mais je pense qu'il y a des raisons
politiques à cela. Il y a des raisons politiques, de politique intérieure. Dans un premier temps, ce qui s'est passé le 26 février, c'était probablement pour essayer d'effacer la catastrophe du Salon de l'agriculture, où il s'est couvert de ridicule, où on a vu à quel point il était politiquement affaibli, et donc il a essayé un petit peu de redorer son blason. Et par la suite, là, c'est le tempérament qui a pris le dessus, et on a eu de la surenchère, et on a eu tout d'un coup cette mauvaise habitude qu'il a, qui consiste à être en permanence en représentation, à être en permanence dans le simulacre et à être en permanence en train de faire du théâtre. Donc, succédant à Hitler et Napoléon, Emmanuel Macron a décidé de marcher sur Moscou. Je sors cette phrase-là parce que c'est toujours par référence à celle du maréchal Montgomery qui disait dans tout manuel militaire, sur la première page doit figurer une phrase ne jamais marcher sur Moscou. Alors moi, je paraphrase un peu avec le sketch de Chevalier Las Palais. Marcher sur Moscou, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bien, donc, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a besoin d'une diversion politique? C'est parce qu'il est dans une situation politique délicate, justement. Euh, il ne peut pas se représenter en 2027. Il a un rapport de force interne qui est mauvais. On va vers une désélection européenne qui risque d'être catastrophique. Si les sondages disent vrai, les écarts vont être très importants et la situation va devenir de plus en plus difficile. Depuis sa défaite aux législatives de 2022, parce que c'est une défaite, il a une chambre difficilement gouvernable. Je n'ai pas dit qu'elle était ingouvernable, mais il a une chambre difficilement gouvernable. Il n'a pas de majorité. Il a des oppositions morcelées, certes, mais ce sont des oppositions quand même. Et chaque initiative, chaque projet de loi, chaque projet de réforme est l'occasion de psychodrames permanents. Et on l'a vu, d'intervention ici, d'intervention là, d'appel au secours du Conseil constitutionnel, etc. Alors, cette situation est très difficile. Alors, la diversion, il connaît. Il se met en scène en permanence, il fait une cérémonie aux Invalides par semaine, il lance l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui était une chose absolument inutile à laquelle il a donné un cadre, une solennité qu'il a transformé purement et simplement en farce. Il va faire pareil avec l'euthanasie d'ailleurs, hein, puis bientôt on aura la GPA. Toutes ces opérations de diversion qui font plaisir à la petite bourgeoisie woke, il n'empêche quand même que ce sont des opérations qui n'intéressent pas l'opinion publique qui s'en moque. La question de l'IVG est tellement évidente, elle n'était pas mise en cause, c'était pas un sujet, donc, mais quand même. Puis il y a eu aussi l'entrée de Manouchian au Panthéon, que j'approuve, mais enfin, on en est à une entrée par semaine, pas loin aussi, hein, c'est devenu une espèce de rituel permanent. Donc, il va se retrouver, ou il risque de se retrouver, après les élections européennes, pardon, du 9 juin prochain, dans une situation encore plus délicate, avec un rapport de force affiché qui lui sera très défavorable. Donc, s'il dissout ben, les sondages qui disent que le RN pourrait arriver au pouvoir, ça, je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup, beaucoup de précautions, mais deux possibilités, soit le RN a la majorité, dans ce cas-là, il est obligé de faire venir un Premier ministre du RN, soit on a une chambre encore plus ingouvernable que la précédente. Et en aucun cas, Emmanuel Macron ne peut faire ce qu'ont fait François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 2002, pardon, qui se sont retrouvés avec un Premier ministre de cohabitation qui a été leur adversaire ensuite dans la présidentielle et qui ont été battus. Parce que Emmanuel Macron, il ne peut pas se représenter. Donc, à partir de 2024, il va être le loser, sans beaucoup de pouvoir, dont les amis vont se détacher parce que tout le monde va prendre date, va se mettre en ordre de bataille pour 2027 et il sera un petit peu le perdant, celui qui va s'en aller, celui qui aura eu un deuxième mandat un peu pourri et effectivement, cela le met dans une situation difficile politiquement, mais difficile personnellement.
lui qui adore se mettre en avant, qui est obsédé par son nombril, qui est d'un narcissisme, chacun peut le constater, un peu effrayant, eh bien, il risque de passer les 2 années et demie qui lui restent dans des conditions difficiles. Alors, se transformer en chef de guerre avec son inexpérience politique et ses capacités que j'ai toujours eu tendance à considérer comme faibles, eh bien, malgré sa position à l'Élysée, ça va être des mois difficiles. Chef de guerre, ça peut permettre de redorer son blason ou en tout cas d'alimenter son amour-propre pendant un certain temps. Alors, voilà, ça c'est l'analyse que je fais sur la raison du choix qu'il a fait de se transformer en chef de guerre. Maintenant, les conséquences. Maintenant, les conséquences. Alors, elles sont nombreuses et je vous propose que on les regarde et qu'on essaye un petit peu de voir ce qui nous attend pour une échéance relativement brève. Alors d'abord, je vous propose de regarder un petit peu notre kéké national se mettre en scène. C'est assez terrible, je dis terrible parce que c'est un peu humiliant pour les Français que nous sommes. Il y a bien évidemment la photo du boxeur, cette espèce d'exhibitionnisme bizarre. Alors là, je ne vous cache pas que quiconque va se balader un peu sur la presse internationale grâce à Internet, il est édifié de voir ce que l'on pense de l'oiseau. Il y a également d'autres photos où on le voit bon, le torse à côté de Donald Tusk et de Scholz, le chancelier saucisse de foie. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont assez euh, déplaisantes et puis tristes quelque part. Il y a aussi les caricatures maintenant qui font le tour du web et qui sont autant de comment dire? Oui, je vais utiliser à nouveau le terme humiliation parce que c'est celui qui s'impose. Moi, j'ai toujours considéré Emmanuel Macron comme illégitime pendant son premier mandat. J'ai écrit un livre assez long dont j'invite toujours à la lecture pour démontrer comment il avait été bénéficiaire d'un coup d'État judiciaire. Alors, le coup d'État, l'espèce de régime change qu'on a eu, la révolution de couleur a impliqué une opération médiatique, a impliqué une opération financière, mais aussi une opération judiciaire, et je pense l'avoir démontée. Donc, cette arrivée au pouvoir, grâce à la disqualification de celui qui était le favori de cette élection, je ne me serais pas réjoui de son élection de ce pauvre François Fillon, eh bien, bon, aboutissait à ce que je considérais être une forme d'illégitimité. En revanche, en 2022, 58% des Français l'ont réélu. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on plaint, quand on gémit, ah pauvre France, etc., faudrait un petit peu se regarder dans la glace, hein. D'accord. Moi, j'ai pas trop de complexe de ce point de vue, mais j'en souffre un peu. Mais il est notre président aujourd'hui. Il est notre président. Il a été reconfirmé. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec George Bush. George Bush, il est désigné par la Cour suprême en 2000 après une fraude massive de la procédure électorale dans l'État, la Floride, dirigée par son frère. Et donc, face à la catastrophe, la Cour suprême a dit ce sera George Bush au détriment d'Al Gore. En revanche, en 2004, il est réélu. Bon, donc sa légitimité pour le deuxième mandat était tout à fait incontestable. Enfin, tant qu'on considère que le fonctionnement de ces démocraties représentatives est régulier et démocratique. Il y a beaucoup à dire, mais on ne va pas entamer ce débat aujourd'hui. En revanche, donc, ce président, bah, il continue à se ridiculiser jusqu'au moment où peut-être enfin ce pays ne le supportera plus. Alors, je ne sais pas les formes que ça peut prendre. Moi, je ne désigne aucun chemin, je ne souhaite aucune voie particulière. Je regarde ça en fonction de ce qui se passe dans mon pays. Donc, on a vu l'acteur tel qu'il se mettait en scène. Alors, pour savoir ce qu'il faut penser des menaces qu'il a brandies, qui peseraient soi-disant sur nous, j'ai pensé qu'il fallait peut-être s'adresser à un grand spécialiste, euh,
concernant cette menace que la Russie, présentée par ailleurs comme affaiblie, Emmanuel Macron nous l'a dit, hein, c'est un petit pays, ils ont pas un PIB supérieur à celui de l'Espagne, toutes les imbécilités habituelles. Le problème, c'est qu'il le fait délibérément, il sait très bien qu'il ment et il utilise ses arguments. Il ne faut pas avoir peur de la Russie, elle est nulle. Bon, mais par ailleurs, il nous dit, attention, elle nous attaque. Et nous sommes attaqués sur notre sol. Fort bien. Donc la contradiction est évidente, elle est faible, mais elle va nous manger. Ils s'arrêteront à Brest-Finistère et non pas à Brest-Litovsk. Bien. Donc, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant, en ces temps de simulacre et de théâtre, de demander son avis à un spécialiste, un militaire suisse. Alors, on connaît Jacques Beau et son très grand sérieux, mais il y en a également un autre qui semble avoir pignon sur rue là-bas et qui va nous expliquer pourquoi il faut que nous ayons peur de l'invasion russe. Imaginez que la Russie envahisse totalement l'Ukraine. On ne sait jamais. Puis qu'elle envahisse la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Tchéquie, on ne sait jamais. Puis l'Autriche, la Slovénie, l'Allemagne et l'Italie, on ne sait jamais. On aurait l'air con si l'armée russe débarquait ensuite chez nous, malgré nos égards pour les oligarques. Nos 8 chars Léopard feraient le poids face à une armée qui aurait vaincu tous ces pays, par ailleurs tous membres de l'OTAN, à part l'Autriche? On ne sait jamais. Oui. Donc, effectivement, voir des moujiks, des soldats russes, venir se baigner à la pointe de Crozon, dans le Finistère, c'est quelque chose qui peut arriver, on ne sait jamais. Alors, bon, cette plaisanterie étant dite, on va continuer sur un ton un peu léger. Euh, Alexandre Robert est un ami, désormais. On se connaît, on a travaillé un peu ensemble cette semaine, on a échangé. Il a réalisé une vidéo en anglais, malheureusement, mais ça, c'est normal. Il a son public, hein, il a presque 500 000 abonnés, je crois, et il a réalisé une vidéo sur les, les rodomontades de notre kéké. Bien, il est toujours très convenable, mais enfin, il ne l'envoie pas dire. On a peut-être un petit peu, comment dire, joué un rôle dans cette entre guillemets hein, radicalisation. Donc, je vous propose de vous y reporter. Euh, Alexandre a fait un super boulot. Vous le verrez d'ailleurs sur la vidéo. Il tient à la main quelque chose avec des poils. Hein. C'est pas du tout parce que il, euh, il va se raser, hein, il va étendre de la mousse à raser. D'abord, il n'est pas rasé. Et puis ensuite, c'est un micro. Parce qu'il a fait cette vidéo, non pas au Canada, parce qu'en ce moment, il est en vadrouille. Et donc, ça explique pourquoi il y a cette espèce de chose un petit peu bizarre. Sur le fond, elle est impeccable. Elle est impeccable et elle dit malheureusement ce qu'il faut penser de tout ça. Alors, je m'en réfère. On va le revoir quand il aura terminé cette tournée. On va continuer à collaborer avec lui, je vous l'avais dit. Euh, j'ai bon espoir de voir notre ami Hervé être dispensé de son stand-by le plus rapidement possible, mais ça, on verra. Donc, je me réfère à... My friends, is it me or we are inching towards World War III? As you might have heard, Emmanuel Macron, the president of France, is considering the direct intervention of French military personnel in Ukraine. Madness. Madness and stupidity. Modern diplomacy wrote, Macron, an advance of the front towards Odessa or Kiev could trigger an intervention by France. Alors, concernant la situation sur le front, sur les fronts, parce que je vais dire un petit mot de la guerre israélo-palestinienne. En ce qui concerne les deux fronts, je vais commencer rapidement par l'Ukraine. Comme vous l'imaginez, j'ai toujours des conversations assez importantes avec Hervé. Alors, il a toujours cette analyse qui consiste à dire que il pense que nous allons, maintenant que les élections russes sont passées, maintenant que la situation sur le terrain est celle qu'on imagine, c'est-à-dire un
très lourd affaiblissement de l'armée ukrainienne, il voit une offensive russe majeure. Pour lui, la guerre devrait trouver son épilogue. Alors après, négociations, etc., mais son épilogue de guerre chaude sur le terrain en 2024. Printemps, été, automne. Hein, pour lui, c'est comme ça que les choses vont se produire. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas ces compétences d'abord. Je suis un petit peu plus circonspect dans la mesure où je pense que les Russes étant, d'après moi, en guerre contre l'OTAN, l'attrition de l'Ukraine, elle est acquise. L'attrition de l'OTAN, il y a peut-être encore un petit peu à voir. Bon, il y a aussi pour eux la nécessité bien évidemment, et ça nourrit le scénario d'Hervé, il y a nécessité pour eux d'agir rapidement avec l'élection présidentielle américaine. Mais voilà, je suis pas sûr. Et puis c'est pas facile de mener la guerre maintenant avec l'hypersurveillance du front. C'est-à-dire que toute offensive serait quelque chose de difficile, avec des pertes, avec effectivement une population russe qui est rassemblée. Et l'attentat qui s'est déroulé le 22 mars le 22 mars à Moscou va contribuer à renforcer cette unité et à nourrir cette idée de la nécessité de mener cette guerre existentielle avec les sacrifices que cela impose. Évidemment, évidemment, les rodomontades d'Emmanuel Macron contribuent également à nourrir ce sentiment. Lorsque les historiens examineront ce qui s'est passé, vraiment, je crois que la responsabilité des pays occidentaux dans le déferlement imbécile d'une propagande mensongère qui est strictement répercutée en Russie aura joué un rôle dans la prise de conscience par les Russes, à tort ou à raison, qu'ils étaient confrontés à une guerre existentielle et qu'il fallait l'affronter. Bon, quand je dis à tort ou à raison, je comprends très bien qu'on puisse dire que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que ça l'est. Il y a suffisamment, et on en a parlé depuis 2 ans, il y a suffisamment d'éléments qui le démontrent. Donc, offensive cette année, ou peut-être effondrement de l'armée ukrainienne qui obligerait à l'ouverture de négociations. Mais si négociations il y a, ce sera bien évidemment aux conditions de la Russie. Enfin, nous verrons. Sur le front aujourd'hui, il y a tout un tas d'affrontements qui ont lieu, mais à bas bruit, si ce n'est qu'on voit les Russes se préparer. En particulier, il y a quelque chose d'assez effrayant sur ce qui attend le front ukrainien, c'est la mise en ligne des fameuses bombes FAB. On avait des bombes, vous savez, ce sont les bombes planantes guidées. Bien, on avait celle de 500 kilos, on était passé à 1000, 1500, et là, on voit arriver celle de 3000, 3 tonnes, 3000 kilos, avec probablement 2 tonnes et demie d'explosifs à l'intérieur de ces bombes. C'est absolument terrifiant. Terrifiant quand ça tombe sur les lignes de défense qui auront été en plus un peu bricolées par les Ukrainiens après que Bakhmut et Advitka soient tombés. Ce qu'ils mettent en place maintenant n'a rien à voir avec ce qu'avait été la ligne Surovikin ou eux dont ils disposaient, qu'ils avaient construit pendant les 8 ans de la guerre civile dans le Donbass. Donc, voilà, les signes sont à une évolution du front. Hervé pense que ce sera par une offensive de grande envergure. Nous verrons. Dernier petit point, c'est celui relatif à ce qui s'est passé à Moscou. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui s'est passé à Moscou le 22 mars. Il faut être très prudent. Il faut être très prudent, moi je le suis. La première observation que je vais faire, c'est le niveau de nos médias, quoi. Le premier soir, on a eu un étalage d'une attitude détestable où, on voyait les mines réjouies
de tous nos prostituées de plateau. Et là, j'englobe dans le terme les mauvais généraux qui viennent faire des passes, j'englobe dans le terme des journalistes dévoyés, les faux experts, ces fausses spécialistes, je cite la femme crapaud, l'expression n'est pas de moi, les autres, Isabelle Lasserre du Figaro, Eva, je me rappelle plus de son nom de famille, qui est à RFI, complètement hystérique, complètement confite dans la haine des Russes, Bernard Guetta, la vieille épave de Bernard Guetta, qui fut un journaliste convenable, mais maintenant qui a complètement vrillé, qui se réjouissait avant immédiatement de dire que c'était un coup monté par Poutine, un false flag. Donc, il y avait quelque chose de terrible dans le spectacle qui nous était donné et de presque douloureux, c'est-à-dire qu'à chaque occasion, notre pays nous donne des raisons euh, euh, d'être catastrophé de son état. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que, on ne sait pas pour l'instant trop ce qu'il en est, d'où vient le coup. On nous dit qu'il y a une revendication de ISIS, de Daesh. Oui, le problème, c'est que Daesh et ISIS, c'est une création américaine. Petit détail que peu de gens connaissent, c'est que pendant la guerre de Syrie, les blessés d'ISIS étaient soignés dans les hôpitaux israéliens. Alors aujourd'hui, il y a le porte-parole de l'armée israélienne qui vient dire ouais, il faut combattre, c'est le même ennemi, ce qui a été fait à Moscou, Daesh, Hamas. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. Daesh sont vos amis, Monsieur Rassovitch, hein. D'accord? Bon, donc faut arrêter d'être à ce point dans la propagande et le mensonge. Alors, euh, euh, on ne sait pas d'où vient le communiqué, d'où il est sorti. Bon, il y a d'autres choses. Ce sont les avertissements américains. Il y a la thèse selon laquelle cet attentat aurait dû avoir lieu avant l'élection présidentielle euh, de Vladimir Poutine. À l'occasion d'un concert de chaman, je crois. C'est le chanteur le jeune qui chante «Je suis russe», qui est un peu chanteur patriotique, pas sans talent d'ailleurs, parce que bon, il a du volume. Toujours est-il que on ne sait pas trop. Et il y a eu donc cet attentat. On en saura probablement au fur et à mesure un peu plus. Moi, j'étais un peu étonné de voir que les Russes avaient euh, procédé rapidement aux arrestations. Je n'en tire aucune conclusion. Et que elles avaient été filmées. Il y a donc manifestement une volonté de transparence à objectif politique. Je rêve pas à objectif euh, euh, directement lié à ce qui se passe dans le conflit mondial. Alors, j'ajoute aussi que j'ai écouté l'intervention de Vladimir Poutine. Bon, il y avait les phrases habituelles qu'on entend dans ce genre de discours, mais il n'a pas cité ISIS. Et il a dit que les terroristes avaient été arrêtés alors qu'ils se rendaient en Ukraine, où il y avait une porte d'entrée qui leur avait été préparée. Je ne sais pas du tout ce que ça implique, mais on dirait qu'il y a la volonté d'impliquer les Ukrainiens dans ce qui s'est passé, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Alors, surtout qu'en plus, ils ont un de leurs dirigeants les pires, un gars qui s'appelle Danilov, qui a dit «Ah, mais vous aurez d'autres surprises de ce genre-là et on s'en réjouira». Lui, je pense que son espérance de vie vient de se limiter, mais brutalement. Donc, voilà, tout ça, c'est ce qui se passe autour du conflit, finalement. Dire qu'il n'est pas lié, que ce qui s'est produit à Moscou le 22 mars n'est pas lié au conflit mondial, je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur, c'est un ensemble, et par conséquent, cet événement aura des conséquences importantes. Je voyais qu'il y avait un journal turc qui disait le 11 septembre des Russes, ça en prend un peu la tournure, comme le Bataclan avait été chez nous un événement extraordinaire. Je note aussi que, après, semble-t-il, quelques hésitations, Emmanuel Macron a quand même
pris un communiqué sur Twitter pour faire part de sa solidarité avec la population de Moscou. Il l'a fait une douzaine d'heures après tous les autres. Je parle des Européens, hein, je parle de l'Union européenne. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen l'a fait. Voilà, voilà donc quelques petites remarques sur la situation qui est importante. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous parler un peu aussi du Moyen-Orient. Je pense que la situation d'Israël continue de se dégrader. Quand je dis ça, je pense à la situation géostratégique, politique, internationale, la catastrophe euh, qu'on fait subir à cette malheureuse population palestinienne est aussi une catastrophe politique et communicationnelle pour Israël. Ce qui se passe là, ce que Israël a fait, dans tous ses aspects, y compris avec le spectacle des crimes de guerre, dans cette société où tout est filmé, l'armée la plus morale du monde se déshonore tous les jours, mais tous les jours. Et ça ne sera pas pardonné. Quand je dis ça, ce n'est pas une appréciation morale, même si j'en ai une, mais c'est simplement de dire que ça ne pourra pas être considéré comme normal et pardonné à Israël. Donc aujourd'hui, les doubles standards, c'est fini. Aujourd'hui, les discours sur nos valeurs, etc., c'est terminé. C'est terminé, je pense. Dominique de Villepin a raison lorsqu'il dit nous allons payer ça très cher pendant des années. Il a entièrement raison. Je le déplore, mais ça, c'est une réalité. Alors, sur le terrain, Israël meurt d'envie d'attaquer Rafah. L'Égypte a dit non, faites pas ça. Les Américains n'ont pas l'air d'accord du tout, mais je pense qu'ils finiront par céder. Ils avaient déposé une drôle de délibération au Conseil de sécurité. Les Russes et les Chinois ont dit stop. Ils ont déposé leur veto, c'est-à-dire que les Américains financent, pardon. Ils financent aussi d'ailleurs. Mais je pense que c'est difficile pour eux, année électorale, et une jeunesse qui a décroché. Une jeunesse qui a décroché et qui est massivement pro-palestinienne et anti-israélienne. Ce qui est quand même problématique pour Israël, qui ne vit depuis maintenant 60-70 ans que du soutien américain. Voilà. Donc, écoutez, nous verrons. C'est le Ramadan. Est-ce que Israël lancera cette offensive qui la démange? Ou bien est-ce qu'il faut attendre la fin du mois sacré? Je ne sais pas. Nous verrons, mais de toute façon, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour en parler à nouveau. Voilà, j'ai terminé ce long exposé dans ses différentes facettes. Je vous dis à très bientôt. Alors cette semaine, nous allons probablement aller faire un tour du côté des notions de renseignement et de surveillance, d'hypersurveillance du front. Et également, nous allons aller en Asie, chez les Indiens, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce pays, que représente ce membre éminent des BRICS. On a pas mal parlé de la Chine. Maintenant, le grand voisin avec lequel les rapports sont parfois un peu compliqués. Je vous invite d'ailleurs à aller le plus possible sur la presse étrangère, la presse en Asie. Il n'y a pas l'équivalent pour l'Inde, c'est dommage, mais aller sur Global Times, c'est vraiment très très intéressant de voir où les Chinois en sont. C'est pour ça quand on vient nous dire oui, ils soutiennent pas les Russes, c'est une blague. Et deuxièmement, où la Chine en est. C'est-à-dire que ça, c'est vertigineux. Bon, j'ai terminé et je vous dis à très très bientôt.